Bonjour à tous, nous sommes jeudi 28. Alors, on commence par la correction du numéro 4, page 46. Donc, j'espère que vous avez bien appris votre cours. Ça va faciliter donc la correction. Alors, on doit transformer ces deux phrases simples en une seule phrase, donc forcément complexe parce qu'elle aura deux verbes conjugués, ces deux-là. Et donc, on doit les relier par deux systèmes différents. D'abord la juxtaposition et après la coordination. Donc, juxtaposition, je répète, on sait qu'on a le droit à la virgule, le point virgule, les deux points. Et coordination, on a le droit à toutes les conjonctions de coordination, mais oui, donc ornicar, plus des petits adverbes du type souvent, bientôt, choses comme ça. Alors, je vous affiche la correction. Donc, la marraine est rassurée, deux points. Pardon, la princesse est rassurée, deux points. Sa marraine la protégera. Donc, les deux points valent une explication. La princesse est rassurée car sa marraine la fait la protégera. Je vous avais dit qu'on ne pouvait pas mettre n'importe quoi, hein. Le car exprime bien la cause. C'est à cause de la protection de la marraine qu'elle se sent rassurée. On n'aurait pas pu mettre, par exemple, la princesse est rassurée, donc sa marraine la fait la protégera. D'accord? Donc voilà, ici on propose un car. Alors l'exercice continue juste à côté. La sorcière ouvre la porte, hein, elle fait entrer les enfants, elle leur sert à manger. Donc là, il fallait relier les trois phrases en une seule, avec toujours uniquement des ponctuations pour le petit A et des conjonctions de coordination pour le petit B. Ah oui, là, si j'affiche le corrigé, on va afficher les deux phrases en même temps. Donc, je lis aussi la phrase numéro 3. Hans est enfermé, point. Il trompe la sorcière. Donc, en petit a, on a le droit que à donc virgule, point, virgule, deux points. Par exemple, Hans est enfermé, virgule, il trompe la sorcière. Et puis, par contre, en petit b, on a plus d'éléments, on a plus de choix dans tout ce qu'on peut mettre. Donc, la sorcière ouvre la porte, virgule, fait entrer les enfants, virgule, leur sert à manger. Donc là, on crée comme une liste finalement, et donc on peut enlever les L pour que ce soit plus fluide. Toujours dans l'idée de liste de la chronologie, donc la sorcière ouvre la porte, puis elle fait entrer les enfants, et donc juste ensuite, hein, et elle leur sert à manger. Donc là, on est vraiment dans des actions qui se suivent. Ici, Hans est enfermé, point virgule, il trompe la sorcière. Alors c'est vrai que le point virgule est quasi un équivalent du point, donc c'est bien vu ici parce que la virgule est trop légère, on n'a pas vraiment de rapport entre les deux phrases. Hans est enfermé, mais il trompe la sorcière, par exemple, pour donc la coordination. Donc ici, je répète bien, on a des phrases complexes, hein, qui sont en rose là dans la correction, puisqu'elles comportent maintenant plusieurs verbes conjugués. Et ces propositions, donc les microphrases qui sont séparées soit par les virgules ici, soit par le puis et le et ici, ces microphrases, on les appelle donc des propositions et on les appelle des propositions indépendantes. Alors ensuite, on va regarder le cours ensemble sur la subordination, qui est la troisième façon de fabriquer, si on peut dire, des phrases complexes. Alors, heu, quand on a des phrases complexes, donc avec des propositions, soit elles sont, indépendantes, hein, on peut donc les transformer en phrases simples si on veut et on reconnaîtra qu'elles sont indépendantes parce qu'elles sont séparées, soit par des virgules, 2 points et cetera, soit par mais oui, donc en écart. Et si on trouve autre chose, si on n'a pas, juste la petite virgule et si on n'a pas le mais oui, donc en écart, mais qu'on a un autre type de mot, comme ici les conjonctions de subordination, voilà, ou les pronoms relatifs, et bien là, on ne parle plus de propositions indépendantes. Pourquoi? Parce que on ne pourra plus en fabriquer des phrases, autonomes, indépendantes justement. Alors à ce moment-là, on parle de phrases complexes qui auront toujours, autant de propositions que de verbes conjugués, ça c'est sûr, et il y a une proposition dont on dit qu'elle est la principale, un peu comme la proposition, qui est le chef, hein, c'est principal au sens celle qui dirige tout et l'autre proposition, on l'appelle la subordonnée. La subordonnée, comme son nom l'indique, elle est sous les ordres, hein, subordonnée, sous les ordres de la principale. Ça veut dire que, il y a différents cas de figure évidemment, hein, mais la subordonnée, de temps en temps, on peut l'enlever
Quand elle est relative, par exemple, on peut l'enlever et dans d'autres cas, si on ne peut pas l'enlever, vous allez voir qu'elle arrive en deuxième position. Donc c'est la numéro 2, voilà. La numéro 1, c'est la chef, la principale, donc soit celle qu'on ne peut pas enlever, soit celle qui est au début. Et justement, ce qu'on vous propose déjà de voir un petit peu, c'est qu'il existe 2 grandes familles de subordonnés, donc avec des fonctionnements un petit peu différents. Alors, je lis quand même le premier exemple avec vous. Quand il croise le roi, virgule, le chaboté explique que les terres appartiennent au marquis de Carabas. Alors, ici, on a une première donc les propositions pour les délimiter, c'est pas trop compliqué. On a toujours les verbes, on sait qu'il y a, autant de propositions que de verbes conjugués. Donc là, j'en ai un, là, j'en ai 2 ici, enfin 2 verbes, donc une autre proposition et là, on a une autre proposition parce qu'on a le verbe qui est juste là. Donc on continue nos réflexes. On va compter le nombre de verbes conjugués. Ensuite, on sait que les propositions sont autour de ce verbe conjugué et que de toute façon, il y a un seul verbe conjugué par proposition, donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Et puis, on cède des virgules et des petits mots introducteurs des subordonnés pour faire les limites. Donc, par exemple, quand il croise le roi, comment je sais que ça, c'est une proposition? Bah, j'ai une virgule ici et j'ai un verbe conjugué. Bon, donc ça me semble bien. Ensuite, le chaboté explique. Je sens bien que c'est une autre petite phrase ici. D'ailleurs, je pourrais mettre le chaboté explique point. Celle-là, c'est la principale, c'est la plus importante, c'est celle que je pourrais garder toute seule presque, hein. Et donc celle-ci, elle s'arrête nécessairement parce qu'on a le verbe conjugué ici. Et derrière, il y a cette conjonction de subordination que, suivie d'un autre verbe conjugué, donc je sais que je suis dans une autre proposition. Alors, si on était en classe, ce serait quand même beaucoup plus facile à expliquer, donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'on reverra en classe, soit en juin quand on va se revoir, soit, de toute façon en septembre, en 5e ou au cours de l'année de 5e, quoi qu'il arrive. Alors, donc pour savoir repérer une subordonnée, comme vous voyez, il faut maîtriser beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir qu'il y a un verbe par subordonnée pour, s'aider à mettre les crochets au bon endroit et ensuite il faut savoir repérer le premier mot de la subordonnée. Donc le premier mot de la subordonnée, eh bien, c'est le point là, vous voyez, qui est très important. Il peut être, dans 2 catégories, 2 familles. Soit c'est une conjonction de subordination et les conjonctions de subordination, elles contiennent, très souvent les lettres QU, comme vous voyez, quand, parce que et à cette liste de conjonctions qui contiennent les lettres QU, on ajoute toujours comme et si. Voilà et donc d'autres que je peux vous donner, donc parce que, puisque, bien que, dans celle qui exprime le temps, on a quand, mais on a aussi quand, lorsque, pendant que, avant que, après que et cetera. Donc il y en a, beaucoup. Tant que, à quoi est-ce que je pense encore? Donc le si, vous l'avez ici, quoique aussi, qui exprime, une opposition, voilà et donc toutes ces conjonctions, souvent, elles ont un sens, hein. Alors le que, lui, il n'en a pas. Hein, par exemple, le chat explique que, c'est juste pour fabriquer notre phrase, mais quand, vous voyez bien que c'est le temps. Comme, souvent, c'est la cause, hein. Comme il est malade, il ne pourra pas venir. Parce que, c'est la cause aussi. Si bien que, ce sera plutôt la conséquence, hein. Il est malade, si bien que qu'il ne pourra pas venir. Si, souvent, c'est l'hypothèse, hein. S'il fait beau, voilà. Donc on va retrouver des significations à ces conjonctions, de subordination et ces significations, ce sont les mêmes que les circonstances que vous connaissez bien, des compléments circonstanciels. Donc le temps, la cause, la conséquence, alors on n'aura pas le moyen et la manière avec ces conjonctions, mais on va retrouver, les autres. Donc je disais temps, cause, conséquence, but, opposition, hypothèse, et comparaison. Voilà, donc ça en fait un petit paquet. Alors ici, un autre exemple. Il était fou de joie parce qu'il avait maîtrisé l'ogre. Donc c'est parce qu'on reconnaît justement le parce que qu'on sait que la proposition subordonnée relative commence ici. D'accord? Donc très important, si vous voulez avoir une chance de bien reconnaître les propositions, il faut savoir ce que vous cherchez. Et donc on cherche les quand, les parce que, les puisque, les si, les comme. Ou bien, si on est dans une autre famille, on cherche les pronoms qui, que, quoi, dont, où. Et également, il y a un petit oubli là qu'il faudrait ajouter, le pronom lequel
lequel, laquelle, lesquels, ainsi que le pronom duquel, de laquelle, etc. Et aussi le pronom auquel, à laquelle, avec du masculin, du pluriel et toutes les combinaisons possibles. Donc, normalement, qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés, vous les connaissez bien. Et donc, vous savez normalement, c'est votre programme de CM2, qu'une proposition qui commence par l'un de ces pronoms, elle se cale derrière un nom et elle s'appelle proposition subordonnée relative. Elle est relative à un nom, toujours. Si vous avez un que derrière un verbe, comme c'est ici, explique que, cette proposition, elle ne s'appellera pas relative. Les relatives ne sont que derrière les noms. Donc ça, c'est pareil. On reverra ça un petit peu plus tard au mois de juin. Et puis sinon, on l'abordera en cinquième, parce qu'à distance, ça me paraît quand même assez compliqué. Alors, donc on va faire l'exercice 5 ensemble. Et puis ensuite, je vous laisserai faire les 6, 7, 8 à la maison. On va fixer ça aussi avec des exercices du manuel parce qu'il y en a quelques-uns pour vous aider. Soulignez les 8 verbes conjugués, entourer les conjonctions de subordination et les pronoms relatifs, délimiter les propositions. Donc c'est exactement la marche à suivre. S'il y a quelque chose à apprendre, c'est ça. Dans un premier temps, si vous n'avez jamais travaillé sur les propositions subordonnées et principales dans la phrase complexe, il faut absolument avoir ce réflexe. Donc on souligne les 8 verbes. Serait, en voilà un. Parce que nous vous avons amené. Donc, nous vous avons amené ou avons amené. En voilà un autre. C'est. En voilà un autre. C'est un homme un peu capricieux qui fait. En voilà un autre. Des cures extraordinaires quand il en a envie. Ah, en voilà un autre. Parfois, il a des moments. En voilà un autre où son esprit s'échappe. Et voilà le dernier. Donc, on a normalement nos 8 verbes. Donc, on sait déjà qu'on va avoir 8 propositions, avec un petit mélange de propositions indépendantes et peut-être un petit mélange de propositions principales et subordonnées. Donc, les principales et les subordonnées, elles sont toujours elles sont alliées l'une à l'autre, c'est-à-dire que s'il y a une subordonnée, il y a forcément une principale. Il peut y avoir une principale, une subordonnée, une principale et deux subordonnées, deux principales et une subordonnée. Toutes les combinaisons sont possibles, mais à partir du moment où il y a une subordonnée, il y a au moins une principale et vice-versa. Sinon, donc on les appelle indépendantes. Alors, repérer les conjonctions de subordination et les pronoms relatifs. Autrement dit, les petits mots qui contiennent les lettres QU, plus si et comme pour les conjonctions de subordination. Et les pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont, où. Donc on n'a pas que des QU. Alors, oui, monsieur, vous serez satisfait parce que. Ah, voilà. Donc là, on va l'entourer. Nous vous avons amené le grand médecin du monde. C'est un homme un peu capricieux qui. En voilà un autre. Donc là, c'est un pronom puisqu'il reprend le mot homme. Des cures extraordinaires quand il en a envie. Ah, voilà une conjonction de subordination qui exprime le temps. Parfois, il a des moments où le ou fait partie de la liste qui, que, quoi, dont, où. Donc, c'est un pronom relatif. Donc, on a dû souligner tout ça. Et maintenant, on peut placer les crochets. Donc là, je vous les affiche parce que ça va être plus simple. Donc, comme on a entouré parce que, là, c'est le début de notre proposition subordonnée. Donc, ici, on ouvre forcément le crochet. Donc, ce qui serait bien là, alors je ne peux malheureusement pas le faire sur l'ordinateur, il faudrait que vous écriviez sous cette proposition principale. Ça, c'est son nom. Et donc, celle-ci, parce que nous avons amené le grand médecin du monde, c'est la proposition subordonnée. Peu importe son nom à elle, je peux vous le dire déjà, elle s'appelle proposition subordonnée circonstancielle. Et bien oui, parce que vous avez bien compris que là, ça va exprimer la cause, tout ça. Donc, tout est lié avec ce que vous avez déjà appris. Elle aura d'ailleurs comme fonction d'être complément circonstanciel. Tout ça, c'est très logique. Donc, voilà, peu importe son nom, pour l'instant, vous pouvez juste mettre proposition subordonnée. C'est un homme un peu capricieux. Celle-ci, c'est une nouvelle proposition principale de la deuxième phrase, donc. Qui fait des cures extraordinaires? C'est une proposition subordonnée, relative en l'occurrence, mais là on ne vous en demande pas tant. Donc écrivez juste déjà proposition subordonnée ici. Et là, c'est une deuxième proposition subordonnée, quand il en a envie. Et donc celle-là, vous avez peut-être deviné, elle s'appellera proposition subordonnée circonstancielle elle aussi. Et par contre, là, la circonstance exprimée, ça n'est plus la cause, mais c'est le temps. Ensuite, notre troisième phrase, puisqu'on a un point là. Parfois, il a des moments. Donc là, on a une proposition principale.
ou son esprit s'échappe, une proposition subordonnée. Donc, vous avez vu, on a la proposition principale qui est souvent au début, hein, c'est le cas dans ces 3 phrases-là de notre exemple, et les ou la proposition subordonnée est derrière. C'est le cas, on va dire, le plus courant. Les propositions, subordonnées circonstancielles comme parce que ou quand il en a envie, peuvent parfois se promener dans la phrase. C'est le cas ici, on aurait pu dire: «Quand il en a envie, c'est un homme capricieux qui fait des cures extraordinaires». Voilà, parfois on peut un peu modifier les places. La relative, en principe, elle ne bouge jamais. On peut l'enlever, et encore pas toujours, mais on ne peut pas la déplacer. Voilà, donc ça fait partie de toutes ces choses, qu'on verra ensemble. Là, je vous donne beaucoup d'informations. J'imagine que c'est pas évident à intégrer, donc ne vous inquiétez pas. On va voir ça, tranquillement. Voilà, donc j'espère qu'avec le 5 comme ça va vous aider un petit peu. Et donc, vous allez faire à la maison le 6, le 7 et le 8. Et puis nous les corrigerons donc, demain vendredi. Voilà. Alors ensuite, je voulais, avant d'en venir au fabliau, revenir dans les poésies. Alors bravo, vous m'avez envoyé beaucoup de poésies. Je vous avais montré l'écran, je crois, la dernière fois, il devait y en avoir, 7 ou 8. Et donc là, j'ai tout écouté, tout corrigé et donc j'ai tout mis dans les fichiers, donc magnifique. Parfois, j'ai mis des petits commentaires, jolis textes et cetera. Je ne l'ai pas mis pour tout le monde, mais franchement, j'ai été, très admirative. Vous vous êtes vraiment donné du mal. Les poésies que vous avez choisies sont toutes magnifiques, donc je vous engage vraiment à aller les écouter. C'est très agréable, même certains se sont filmés, donc c'est la petite surprise, on voit votre visage, ça fait plaisir. Alors je ne peux pas en bas de la vidéo vous mettre le lien vers le bon répertoire, parce que comme mes vidéos sont publiques et que ce répertoire-là, vous pouvez intervenir dedans, ça équivaudrait à donner les clés, du répertoire à la terre entière, donc je ne peux pas le faire. Mais je vous rappelle, hein, quand vous êtes dans votre drive, dans l'onglet français, vous avez tout ça, hein. Vous avez les poésies racontées par vous-même. Alors là, il se trouve que c'est le premier fichier, peut-être chez vous, c'est plus bas, hein, ça dépend, mais voilà, vous cliquez dans vos poésies racontées par vous-même et vous allez arriver là-dedans. Alors, par contre, je n'ai pas pu noter les dernières en compétences. Il y en a beaucoup que je n'ai pas noté, hein, parmi vous, une douzaine au moins, parce que le site ENToise ne fonctionne plus, pour l'instant. Alors je pense savoir ce qui se passe. Il se trouve que les serveurs académiques en ce moment servent à la saisie des vœux d'affectation des classes de troisième et je pense que le serveur est tout simplement complètement surchargé. Et comme le téléservice de l'académie d'Amiens et l'ENToise Néo, c'est la même chose, grosso modo, bon bah du coup je n'ai plus accès moi à Sacoche qui est le logiciel dans lequel je remplis vos petites boulettes rouges ou boulettes vertes, enfin vertes en l'occurrence, puisque je ne vous mets pas de rouge, mais voilà. Donc dès que j'aurai accès à nouveau à l'ENToise, je pourrai rentrer dans Sacoche les compétences. De toute façon, pas de regret, puisque si moi je ne peux pas y aller, vous ne pouvez pas aller voir non plus. Voilà, voilà, donc on verra quand est-ce que ça se rétablit. Alors sinon, j'ai dit que je vous parlais des fabliaux du Moyen Âge. Donc, je me suis racheté un livre, comme je vous expliquais, puisque je l'ai perdu, je ne sais où. Il est tout fin, et vous pouvez aller le chercher à la librairie de Chantilly si vous avez besoin. Alors, donc, dans ce livre, on a, si vous l'avez, mettez en pause et allez le chercher parce qu'on va le feuilleter ensemble. Donc vous avez, tout d'abord un sommaire, comme toujours, et puis page 4, on vous explique des petites choses sur les auteurs des fabliaux. Alors ça, c'est à lire. Vous allez trouver, 2 noms très connus, Baudel et Rutebeuf, qui sont parfois des surnoms, hein. Rutebeuf, c'est un surnom, c'est pour Rudebeuf, parce qu'il était, très fort apparemment. Et donc on va vous expliquer que si on ne sait pas qui écrit les fabliaux du Moyen Âge, eh bien c'est parce que souvent, en fait, on n'a absolument aucune idée, de qui a fait quoi, étant donné que plusieurs personnes participent à un même récit. Donc c'est ce qu'on vous explique là-dedans. Au Moyen Âge, on n'a pas la notion de propriété littéraire qu'on a aujourd'hui. Donc quand on écrit une histoire, on va la passer, puis quand elle est recopiée, eh bien le copieur, lui, il peut ajouter ou enlever des choses. C'est pourquoi, ces fabliaux, certains sont, très connus et vous les trouveriez dans d'autres recueils de fabliaux, chez d'autres éditeurs et vous ne trouveriez pas exactement le même texte.
Donc voilà, donc on annote, parfois du coup celui qui recopie les annotations du précédent en pensant que ça fait partie de l'histoire, on oublie un paragraphe parce qu'on s'est trompé, enfin bon bref. Donc c'est loin d'être figé. Donc ça, c'est un premier point. Et pourquoi est-ce que je vous fais travailler, sur les fabliaux du Moyen Âge? Parce que pour 2 raisons. À la fois, on en a besoin pour, nous lancer dans Le Médecin malgré lui, la pièce de Molière juste après, puisque chronologiquement Molière, 16e siècle, 17e siècle pardon, intervient après le Moyen Âge, bien sûr. Ensuite, c'est une transition de la 6e à la 5e sur le thème, puisque la 5e, c'est l'année du Moyen Âge. Et enfin, à divers égards, les fabliaux ont des points communs avec la fable qu'on étudie parfois en 6e et avec le conte aussi. Donc voilà, à lire la page numéro 4. Page numéro 5, vous avez une très belle enluminure où on vous montre un petit peu comment les textes étaient écrits à l'époque. Page 6, vous avez le contexte historique et culturel avec une belle frise chronologique. Donc ça, c'est à lire aussi pour vous remettre les idées en place sur le Moyen Âge, puisque c'est quelque chose que vous travaillerez seulement l'année prochaine en histoire, même si vous l'avez déjà travaillé dans les classes primaires. Donc vous allez vous remettre un petit peu, comme je disais, les idées en place et la chronologie peut vous y aider. Et puis ensuite, on vous explique donc ce que c'est qu'un fabliau. Page 8, on vous dit notamment que c'est un mot de forme picarde pour le distinguer du mot français fable. Donc il y a bien une différence entre fable et fabliau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les points communs. Notamment au départ, les fabliaux sont des poèmes en fait. Vous voyez, ça fait aussi la liaison avec la poésie. Les thèmes des fabliaux, vous allez lire ça dans cette page-là. Eh bien, ma foi, c'est très, comment dire? Très irrévérencieux. Ça veut dire que, sous couvert de donner une morale, ça veut dire que les écrivains disent: «Oh, moi je suis un écrivain très comme il faut, regardez, je vous donne une morale, il ne faut surtout pas faire comme dans cette histoire». Donc sous couvert de, ça veut dire on se couvre à l'avance. On dit: «Non, non, 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 mais moi je vous conseille pas de voler, de tromper votre mari, ou de faire ci ou de faire ça. Regardez, je vous raconte une histoire qui se finit mal, je vous démontre tout le contraire». Donc dans les fabliaux, on va parler des sujets qui intéressent les gens du Moyen Âge, donc les histoires de tromperie de mari, de femme, les histoires de prêtres, énormément. Ne soyez pas surpris d'ailleurs, les prêtres sont souvent mariés ou ils ont des maîtresses. Ben oui, au Moyen Âge, c'était pas tout à fait codé comme maintenant. Enfin, codifié comme maintenant. Donc voilà, on va prendre toutes les petites choses de la vie courante, la gourmandise, les mensonges. On va faire rire le public avec tout ça. Et pour être sûr de ne pas dire oh là là, on a osé faire rire avec une histoire de mensonge, on va dire à la fin comme morale, il ne faut pas le faire. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous explique dans cette page-là. On en profite du coup pour rire et pour caricaturer toutes les petites choses quotidiennes de cette époque. On a beaucoup de ruses dans les fabliaux, donc justement, je vais vous en parler. Alors, après donc, cette page 8, on a le premier fabliau qui commence. Donc, comme si on était en classe, je vous invite à la lecture en vous donnant 2-3 éléments de chacun de ces fabliaux pour vous, voilà, pour vous donner envie de le lire. Et puis après, vous les lirez comme je l'ai mis dans Pronote, chacun à son rythme, on en reparlera dans d'autres vidéos. Alors, la vieille qui graisse à la patte au chevalier, pardon. Donc là, c'est une histoire de jeu de mots. Graisser la patte, peut-être savez-vous ce que ça veut dire. En tout cas, la vieille ne le savait pas et ça provoque tout un petit méli-mélo, un imbroglio. Brunin la vache au prêtre, là aussi, on est sur une phrase mal comprise. Donc on a un couple de paysans à qui on a dit: «Ah, si tu donnes à Dieu, Dieu te le rendra 2 fois». Ça commence comme ça et donc les paysans décident de donner leurs vaches et vous allez voir qu'ils ne s'en trouvent pas mal. Donc on a énormément d'histoires de prêtres. En général, les prêtres sont, comme vous allez le voir, très sévèrement caricaturés, parce qu'au Moyen Âge, donc la religion est absolument omniprésente et les prêtres étaient ceux qui s'engraissaient souvent sur le dos des paysans. Donc là, ils sont assez malmenés dans ce récit. Étula. Alors, il faut le lire Étula et non pas Estula, parce que vous allez voir, c'est aussi un jeu de mots sur le Étula, Étula. Donc, il y a une ruse et un quiproquo. Quiproquo, donc, c'est un malentendu. Donc, si à la fin du fabliau, vous restez sur votre faim en vous disant: «Ah, il y a un truc que j'ai pas compris»,
je n'ai pas compris la ruse, je n'ai même pas souri, c'est que vous avez raté le malentendu ou le quiproquo. À ce moment-là, il faut demander à un parent de lire, avec vous, sachant que c'est quelques pages seulement pour un fabliau, c'est vite vu. Donc dans "Es-tu là?", voilà, il y a un petit souci de "Es-tu là? Es-tu là?", et des gens qui se comprennent pas. Les perdrix. Alors les perdrix, c'est une de mes favorites. Dans certaines traductions, la dame a un nom, c'est Margot, et dans certaines traductions, ça n'est pas la femme, mais la servante qui fait la cuisine, voilà, au choix. En tout cas, on a donc un problème, c'est que, la dame ou, la Margot ou la servante, comme vous voulez, elle est archi gourmande et le début est le même pour toutes les versions, elle mange les 2 perdrix. Alors, la fin du texte n'est pas tout à fait assez savoureuse. Vous penserez à moi quand vous l'aurez lu, sur ce que les personnages se disent. Normalement, dans les bonnes traductions, le maître de maison qui a perdu ses perdrix court après celui qui est censé les avoir volés, qui est en général un prêtre, en disant: «Pas les 2, pas les 2». Et celui qui court, lui, il pense dans sa tête qu'on ne veut donc pas lui couper les 2, mais une seule. Et ça le fait frémir tout aussi bien. Donc vous allez trouver aussi du langage du Moyen Âge là-dedans. On parle régulièrement, de donc excusez-moi, couille, donc c'est ce mot qui revient régulièrement. Il n'est pas très vulgaire au Moyen Âge. D'ailleurs, dans certaines régions de France, on a encore des types de pâtisseries ou de bonbons qui s'appellent les couilles de Saint machin, bon voilà. Donc le recueil que je vous ai choisi est relativement, bien élevé, mais il existe des traductions chez d'autres éditeurs qui sont beaucoup plus crues, où on utilise du langage carrément, qui nous semble ordurier à nous aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes choqué parfois par des petits mots par-ci par-là des fabliaux, dites-vous bien que l'éditeur Magnard est très, très, très respectueux de vos petites oreilles. Les trois aveugles de Compiègne. Alors celle-ci, c'est un mauvais tour que quelqu'un joue aux trois aveugles. Vous allez voir, tout commence avec une pièce, enfin un besan d'argent, c'est-à-dire un poids en pièces. Le chevalier, je me demande si c'est un chevalier tout d'un coup, donne, attendez, je vérifie. Non, c'est un clerc, donc encore un genre de prêtre, parce que dans les prêtres, il y a plusieurs catégories. Donc là, c'est une spécificité, enfin un prêtre parmi d'autres. Donc le clerc dit aux aveugles: «Je vous donne de l'argent», un gros besan, donc beaucoup d'argent. Et comme les aveugles ne voient rien, chacun pense que c'est l'autre qui l'a eu. Et donc ça débute comme ça. Vous allez voir que le clerc n'est pas très sympathique. Il se joue des trois aveugles. Le paysan devenu médecin, qu'on a aussi parfois sous le titre le vilain, parce que le vilain, ça veut dire le paysan, c'est la même chose en ancien français. Le vilain mire étant le mot médecin. Donc là, vous avez un texte, le paysan devenu médecin, avec un titre beaucoup plus clair que le vilain mire, mais vous le trouveriez aussi sous ce nom-là. Le paysan devenu médecin, c'est le fabliau qui est à l'origine de la pièce du médecin malgré lui. Il y a pas mal de différences, mais on va étudier les points communs, bien entendu. Ce sera notre transition quand on arrivera au théâtre. L'enfant de neige, oh ça c'est un fabliau très cruel. Une dame qui a trompé son mari et ben ma foi, je vous dis pas comment ça se termine. Le prêtre qui mangea les mûres, celui-là il est plutôt drôle. C'est un prêtre qui fait un péché de gourmandise et donc on vous explique bien que la gourmandise est un vilain défaut. Au début de chaque fabliau, hein, vous lirez ça dans les pages d'introduction, vous avez en général une introduction où le conteur vous dit voilà, moi je m'appelle Courtebarbe, moi je suis Rutebeuf et je vais vous raconter ça, et une morale à la fin. Donc là, par exemple, dans le prêtre qui mange à les mûres, la morale, elle dit que bah oui, bah, faut pas être gourmand et puis surtout faut pas avouer sa gourmandise parce que ça, c'est honteux. Le testament de l'âne. Ah, là, c'est peut-être une histoire un tout petit peu compliquée pour vous qui n'êtes pas trop plongé dans les bondieuseries de l'époque. Il s'agit d'un prêtre qui aimait tellement son âne que quand son âne est mort, il l'a enterré dans le cimetière des humains. Et ça, à l'époque, ça passe pas du tout. C'est vu comme un sacrilège. Donc on va aller en référer à l'évêque qui dit comment c'est pas possible. Et donc vous allez voir comment tout ça va se régler. Le prêtre qui eut mère par force. Donc là, il s'agit d'une histoire d'un prêtre qui ne donne rien à sa propre mère, c'est-à-dire qu'il lui donne pas de vêtements, limite pas de rien à manger, etc. Parce qu'on a l'impression de comprendre qu'elle est désagréable. Et en revanche, il consacre beaucoup d'argent à sa maîtresse. Alors comme déjà un prêtre n'est pas censé avoir de femme, hein, je vous raconte pas, ça coince un peu. Et donc c'est l'histoire de cette mère qui ne sait pas trop comment se dépatouiller avec tout ça.
La couverture partagée, ah, la chute est magnifique. Alors du coup, je ne peux pas vous en parler. Il s'agit, d'une famille avec un père, son fils et son petit-fils. Et on découvre plusieurs années de leur vie, qui sont très, très rapidement, racontées, hein, parce que le but, c'est de pointer, l'avarice. L'avarice et le manque de loyauté. Et enfin, le prud'homme qui sauva son compère, ça c'est comme un jugement de Salomon. Vous vous souvenez du jugement de Salomon? Donc on avait, 2 femmes qui disaient: c'est mon bébé» et Salomon ne savait pas trop comment, trancher, donc il dit: «Bah, attendez, c'est pas compliqué, on va le couper en 2. Et puis du coup, la mère, qui était vraiment la mère du bébé, dit: «Non, non, 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 ne le coupez pas en 2, donnez-le à l'autre». Et ben là, on a la même chose, on a, quelqu'un qui a l'œil crevé et qui va se plaindre, et quand vous lirez l'histoire, vous comprendrez qu'il avait vraiment pas de quoi se plaindre. Et on va avoir, quelqu'un, on dit que c'est un fou, mais en réalité, au Moyen Âge, ceux qu'on dit fous sont souvent les sages, puisque ceux qui sont censés être sages, à savoir les prêtres par exemple, se comportent très mal. Et donc le fou va avoir une solution un petit peu, comme celle du roi Salomon. Voilà, du coup, si je me résume, pour demain, vous apprenez bien, votre leçon, donc qui est ici sur la subordination, apprendre par cœur. Vous faites les exercices 6, 7 et 8, et puis à votre rythme tranquillement, vous lisez les fabliaux, en espérant donc que je vous aurai donné envie de les lire. Donc je rappelle, si vous n'avez pas le livre, vous pouvez tout à fait, aller le chercher à la bibliothèque de Chantilly, ou bien vous m'avez entendu dire tous les titres. Vous pouvez aussi en trouver énormément libres de droit sur internet. Alors par contre, gare à la traduction, vous risquez de trouver des traductions plus salées que celles que je vous propose. Allez, à bientôt!